Gabriel, tu vas payer les 45 000 $ de mon mariage, ou tu perdras ta mère pour toujours. La voix de ma mère a tranché l'air du restaurant français comme une lame acérée. Elle était assise en face de moi, vêtue d'une robe rouge qui coûtait plus cher que mon salaire mensuel, avec son nouveau mari, Richard, à ses côtés, arborant un sourire prédateur qui me rappelait un vautour apercevant une charogne. Je m'arrêtai, la fourchette à mi-chemin de ma bouche, les observant tous les deux avec le même calme que j'utilisais pour analyser des contrats problématiques dans mon cabinet d'avocat. « Pardon ?» dis-je en posant lentement ma fourchette sur mon assiette. « Tu as dit 45 000 $. C'est le minimum pour un mariage décent, » intervint Richard en ajustant sa cravate italienne, qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. « Ta mère mérite ce qu'il y a de mieux après tout ce qu'elle a enduré. » Je m'appelle Gabriel, j'ai 32 ans et je viens de découvrir que ma mère veuve considère que mon argent fait partie de sa dot. L'ironie ne m'échappa pas. Elle m'avait invité à un dîner spécial au Le Bernardin, le restaurant le plus cher de la ville, pour m'annoncer que je devrais payer sa fête de mariage. Avec l'argent que je gagnais à la sueur de mon front en tant qu'avocat d'entreprise. Richard a continué à parler de fleurs importées des Pays-Bas et d'un photographe qui travaillait avec des célébrités, mais j'observais ma mère. Belle, 58 ans, veuve depuis seulement 18 mois, depuis que mon père est mort d'un cancer. Pendant des années, je lui avais envoyé 2 000 $ par mois pour l'aider à payer ses dépenses. De l'argent que je pensais utiliser pour une thérapie, des médicaments et une reconstruction émotionnelle après avoir perdu l'amour de sa vie. Apparemment, je finançais sa chasse à un nouveau mari. « Gabriel, » dit ma mère, sa voix prenant ce ton manipulateur que je connaissais depuis mon enfance, quand je voulais un jouet coûteux ou la permission de faire quelque chose de dangereux, ton père m'a laissé suffisamment d'argent, mais je veux le garder pour notre sécurité future. Tu es mon fils. C'est ton devoir de veiller au bonheur de ta mère. Mon devoir, répétai-je, savourant ces mots comme le vin coûteux que Richard avait insisté pour commander sans me consulter. Exactement. Et Richard a quelques idées merveilleuses d'investissement qui pourraient profiter à toute la famille. Ah, il ne s'agissait donc pas seulement du mariage. Il s'agissait d'avoir un accès total à mes ressources. Richard se pencha en avant, visiblement à l'aise d'avoir pris le contrôle d'une conversation qui aurait dû avoir lieu entre une mère et son fils. Gabriel, je suis agent immobilier depuis 15 ans. J'ai des relations qui peuvent tripler n'importe quel investissement en 6 mois. Considérez cela comme un prêt familial avec une garantie de rendement généreuse. J'acquiesçai pensivement, remarquant qu'il évitait tout contact visuel lorsqu'il parlait de garantie, et que ses mains bougeaient nerveusement lorsqu'il mentionnait des chiffres précis. « Et si je refuse ?» demandai-je d'une voix parfaitement calme. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ma mère échangea un rapide regard avec Richard, un de ces regards que les couples développent lorsqu'ils complotent ensemble. Puis elle redressa les épaules et adopta la posture que je connaissais si bien depuis mon enfance. C'était la même expression qu'elle avait lorsqu'elle voulait quelque chose et qu'elle était prête à tout détruire pour l'obtenir. « Alors tu n'es pas le fils que je pensais avoir élevé », dit-elle d'une voix glaciale. « Et il est peut-être temps de reconsidérer le type de relation que nous voulons avoir à l'avenir. Surtout que Richard et moi envisageons de fonder une nouvelle famille. » La menace planait au-dessus de la table comme une fumée toxique. Une nouvelle famille. Comme si j'étais un pion jetable dans un vieux jeu. Mais alors qu'ils attendaient ma réaction émotionnelle, larmes, supplications, capitulation immédiate, je me suis souvenu d'un événement crucial qui s'était produit la semaine dernière. Ma secrétaire avait mentionné un appel étrange. Quelqu'un se faisant passer pour un enquêteur m'avait interrogé sur mes horaires, ma situation financière, si j'avais de la famille proche, combien je gagnais, où j'investissais. À l'époque, j'avais pensé qu'il s'agissait de spam ou d'une tentative d'arnaque. Maintenant, en regardant Richard ajuster à nouveau sa cravate hors de prix et ma mère éviter mon regard, j'ai réalisé qu'il n'y avait rien de fortuit dans ce dîner. Ils avaient tout planifié minutieusement. Ils avaient fait des recherches sur ma situation. Ils avaient même choisi le lieu. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais moi aussi préparé certaines choses. Si vous aimez cette histoire de manipulation familiale et que vous voulez découvrir comment un simple chantage émotionnel s'est transformé en la plus grande leçon de vie que ma mère ait jamais reçue, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car lorsque Richard a fini de parler des avantages mutuels de cet arrangement familial, j'ai simplement souri et dit « Bien sûr, maman. Je vais payer les 45 000 $. Le soulagement qui s'est dessiné sur leur visage était presque comique. Mais ils ne savaient pas que ce serait la décision la plus coûteuse de leur vie. Richard Spencer n'était pas le genre d'homme avec qui ma mère sortait habituellement. À 46 ans, il avait l'air soigné de quelqu'un qui vendait des maisons de luxe à des gens riches, mais quelque chose dans son regard me rappelait les requins que j'avais vus dans des documentaires, toujours calculateurs, toujours à la recherche de leur prochaine proie. « Gabriel, »
dit-il en se penchant vers moi avec ce sourire de vendeur qui fonctionnait probablement avec des veuves vulnérables. Je veux que vous sachiez que vos inquiétudes sont tout à fait compréhensibles. Un fils protecteur qui prend soin de sa mère. C'est admirable. Ma mère lui a pris la main au-dessus de la table, exhibant sa bague de fiançailles qui avait certainement coûté au moins 20 000 $. C'était drôle, elle disait toujours qu'elle ne pouvait pas dépenser l'argent de l'assurance vie de mon père, mais apparemment, Richard méritait des diamants. Mais vous devez comprendre, a-t-il poursuivi, que Linda mérite d'être heureuse à nouveau. Elle a passé 18 mois en deuil, se refusant même les petits plaisirs parce qu'elle se sentait coupable de continuer à vivre. Coupable. Le mot a rebondi dans mon esprit comme une balle perdue. Ma mère n'avait jamais montré de culpabilité lorsqu'elle avait commencé à sortir avec Richard, 8 mois seulement après les funérailles de mon père. Elle n'avait pas semblé coupable lorsqu'elle avait vendu la montre vintage de papa, celle qu'il avait héritée de son propre père, pour acheter un nouveau dressing. Et elle ne semblait certainement pas coupable maintenant, alors qu'elle exigeait que je finance sa lune de miel aux Maldives. Richard a raison, a dit ma mère, sa voix prenant ce ton mélodramatique que je me rappelais des pièces de théâtre de l'école où elle jouait toujours le rôle de la victime. Je me suis privé de bonheur pendant trop longtemps. Ton père n'aurait pas voulu me voir souffrir éternellement. La manipulation était si transparente qu'elle en était presque impressionnante. Utiliser la mémoire de mon père pour justifier d'extorquer de l'argent à son fils. Et les investissements ? Demandai-je en coupant un autre morceau du canard qui coûtait 120 $ sur le menu. Richard a mentionné des opportunités. Ses yeux s'illuminèrent comme des phares. Ah oui, j'ai un client à Miami qui développe un complexe hôtelier sur la plage. L'investissement minimum est de 100 000 $, mais le rendement prévu est de 300% en 2 ans. 300% en 2 ans. N'importe qui ayant des connaissances de base en finance reconnaîtrait cela comme une arnaque de type Ponzi, mais Richard parlait avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà convaincu des veuves désespérées. Intéressant, murmurai-je en observant qu'il évitait de mentionner des détails spécifiques tels que le nom de l'entreprise, les permis de construire ou les études de faisabilité. Et avez-vous déjà investi votre propre argent dans ce projet ? Une pause presque imperceptible. Bien sûr. Je suis l'un des premiers investisseurs. Mensonge. J'avais fait des recherches sur Richard Spencer la semaine précédente, après que ma secrétaire m'ait mentionné cet appel étrange. J'avais découvert qu'il avait fait faillite 2 fois au cours des 10 dernières années, toujours après des escroqueries immobilières qui avaient échoué. Sa licence de courtier avait été suspendue au Nevada pour pratiques douteuses. Mais le plus intéressant, c'est qu'il avait un schéma récurrent, toujours des veuves avec une assurance vie substantielle, toujours des promesses d'investissement miraculeux, toujours des mariages précipités suivis de divorces financièrement dévastateurs. Gabriel, m'interrompit ma mère, tu es trop silencieux. J'espère que tu ne juges pas notre bonheur. Notre bonheur. Comme si Richard faisait partie de la famille depuis des années, et non un prédateur qui était apparu dans sa vie au moment où elle était le plus vulnérable. Je suis juste en train de digérer tout ça, répondis-je honnêtement. Ça fait beaucoup d'informations. C'est simple, dit Richard, son masque de patience commençant à se fissurer légèrement. Tu nous prêtes l'argent pour le mariage, nous investissons le rendement, et dans 2 ans, tu récupères 3 fois ce que tu as prêté. Tout le monde y gagne. Prêter. Choix de mots intéressant. Aucun contrat n'avait été mentionné, aucune garantie offerte. Seulement la parole d'un homme qui avait fait faillite 2 fois en promettant de l'argent facile. Et si j'ai besoin de l'argent avant ? Demandai-je. Tu n'en auras pas besoin, répondit rapidement ma mère. Tu as ton salaire, ton appartement est payé, tu n'as pas de famille à charge. Pourquoi aurais-tu besoin de 45 000 $? La question en révélait plus qu'elle ne le pensait. Ils avaient vraiment enquêté sur ma situation financière. Ils connaissaient mon appartement, mes dépenses, probablement même mon compte d'épargne. Richard se pencha encore plus vers moi et baissa la voix pour prendre un ton conspirateur. Gabriel, je vais être franc avec toi. Ta mère souffre de dépression depuis la mort de ton père. Ce mariage, cette nouvelle chance d'être heureuse, c'est peut-être exactement ce dont elle a besoin pour guérir complètement. La dépression. Il jouait maintenant la carte de la santé mentale, suggérant que je serais responsable du bien-être psychologique de ma mère si je refusais de payer les diamants et la lune de miel. Il a raison, murmura ma mère, les yeux remplis de larmes qui semblaient parfaitement synchronisées. Certains jours, je n'arrive même pas à sortir du lit. Mais quand je suis avec Richard, quand je pense à notre avenir ensemble, je me sens à nouveau vivante. Ses larmes étaient sincères, ce qui rendait tout cela encore plus troublant. Elle croyait vraiment que cet homme était son salut, que 45 000 $ lui achèteraient le bonheur éternel. Ou peut-être savait-elle exactement ce qu'elle faisait et se moquait-elle des conséquences pour moi. Je comprends, dis-je finalement.
Vous voulez une réponse aujourd'hui? Eh bien, Richard vérifia sa fausse Rolex. J'avais appris à reconnaître les imitations pendant mon travail dans la lutte contre la fraude en entreprise. Le wedding plané a besoin du dépôt avant vendredi pour garantir les dates. Et l'investissement à Miami a une fenêtre limitée. Bien sûr que oui. Il y avait toujours une urgence avec les escrocs. Toujours une date limite qui empêchait la victime de réfléchir clairement ou de faire des recherches adéquates. D'accord, répondis-je en prenant mon portefeuille. Je vais faire un virement bancaire demain matin. Le soulagement qui s'est emparé d'eux était presque palpable. Richard a relâché ses épaules, ma mère a cessé de tordre sa serviette, et tous deux se sont mis à parler avec enthousiasme de fleurs, de groupes de musique et de photographes coûteux. Pendant qu'ils planifiaient ma ruine financière supposée, j'observais et mémorisais chaque détail. La façon dont Richard vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes, probablement pour coordonner d'autres stratagèmes. La façon dont ma mère évitait de mentionner le moindre détail sur la dépression qui la rongeait soi-disant. La façon dont aucun d'eux ne m'avait posé de questions sur ma propre vie, mes propres projets, mes propres rêves. Pour eux, je n'étais qu'un distributeur automatique humain. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais enregistré toute la conversation avec une application discrète sur mon téléphone. Que j'avais des copies des relevés bancaires de Richard, y compris ses 2 faillites et sa licence suspendue. Que j'avais engagé un détective privé la semaine précédente pour documenter chacun de leurs mouvements. Et que le virement bancaire que j'allais effectuer le lendemain n'était que la première étape d'un jeu bien plus complexe qu'il ne l'imaginait. Alors que Richard réglait l'addition avec une carte de crédit probablement à découvert, j'ai souri et dit « Je suis heureux que vous soyez heureux ». Et je l'étais. Parce que le bonheur fondé sur l'argent volé est notoirement fragile. Et j'étais sur le point de prouver à quel point elle pouvait être fragile. Le lendemain matin, j'ai effectué le virement bancaire de 45 000 $ sur le compte que Richard m'avait fourni. L'argent a quitté mon compte d'épargne comme le sang d'une plaie ouverte, mais j'avais besoin qu'il se sente en sécurité, confiant, invincible. 3 heures plus tard, ma mère m'a appelé. « Gabriel, mon chéri, tu ne peux pas imaginer à quel point nous te sommes reconnaissants. » Sa voix débordait d'une joie que je n'avais pas entendue depuis des années. Richard a déjà contacté l'organisateur de mariage et le photographe. Tout est en cours. C'est génial, maman. Je suis heureux que vous soyez heureux. Et à propos de l'investissement, a-t-elle poursuivi en baissant la voix, Richard a dit que plus tôt nous investirions, plus le retour serait important. As-tu encore un peu d'argent disponible? Peut-être 20 000 de plus? 20 000 de plus. Leur appétit grandissait. Laisse-moi vérifier mes finances, répondis-je calmement. Nous pourrons en discuter dimanche soir, chez toi. Parfait. Richard sera ravi. Il a des documents à te montrer, des projections financières qui vont t'impressionner. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon bureau pendant plusieurs minutes, observant l'agitation de la ville à travers la fenêtre. En bas, des gens normaux menaient une vie normale, sans savoir que leur mère complotait pour voler leurs économies avec des escrocs professionnels. Mon téléphone a sonné à nouveau. C'était Marcus, mon associé au cabinet d'avocats. « Gabriel, je viens de recevoir un appel étrange. » m'a-t-il dit sans préambule. Quelqu'un a demandé à parler de vous, de votre stabilité financière, si vous aviez des addictions, des problèmes psychologiques. Il a dit que c'était pour une vérification d'assurance vie. Assurance vie. Ils enquêtaient pour savoir si je représentais un risque pour des prêts plus importants ou s'il y avait un moyen de me déclarer incapable de prendre des décisions financières. Que as-tu répondu? Je leur ai dit qu'ils devraient s'adresser directement à toi ou trouver un autre avocat. Mais Gabriel, cela me semble familier. Tu te souviens de l'affaire Morrison? C'est la même tactique qu'ils ont utilisée avec la veuve avant de vider son compte. L'affaire Morrison. Une cliente dont le beau-fils l'avait systématiquement isolée de sa famille, remis en question sa santé mentale et finalement obtenu une procuration pour la protéger avant de transférer tous ses biens sur ses propres comptes. Marcus, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Discrètement. Bien sûr. De quoi as-tu besoin? Je veux que tu engages Jake Sullivan pour mener une enquête approfondie sur Richard Spencer. Son historique financier, ses poursuites judiciaires, ses relations antérieures. Tout. Jake Sullivan était le détective privé auquel nous faisions appel pour les affaires complexes. Ancien détective de la police de Chicago, il était spécialisé dans les fraudes financières et les crimes en col blanc. Tu soupçonnes quelque chose? Je ne soupçonne rien. J'en suis certaine. Cet après-midi-là, je me rendis chez ma mère pour récupérer des documents dont elle m'avait parlé. Les papiers d'assurance vie de mon père qui devaient être mis à jour. C'était un prétexte évident pour lui rendre visite, mais je voulais voir comment elle et Richard se comportaient maintenant qu'ils avaient accès à mon argent. La maison était différente.
De nouveaux meubles dans le salon, un canapé en cuir qui devait coûter au moins 8 000 $. Une télévision de 75 pouces accrochée au mur. Des compositions florales coûteuses dans chaque pièce. Gabriel. Richard est sorti de la cuisine, vêtu d'un peignoir en soie et de pantoufles en cuir. À 3 heures de l'après-midi, un mardi. Quelle merveilleuse surprise! Tu es à la maison aujourd'hui? J'ai pris mon après-midi pour fêter notre nouvelle entreprise, dit-il en gesticulant vaguement en direction des achats coûteux. Ta mère est au salon de beauté pour un soin du visage. Un soin à 250 $, mais elle mérite bien d'être chouchoutée. 250 $. En une journée. Avec mon argent. Ça va bien au travail? Demandai-je. Mieux que jamais. En fait, je viens de conclure une grosse affaire. Un client à Miami, exactement le projet dont je t'ai parlé hier. Le timing ne pouvait pas être meilleur. Il m'a conduit à la cuisine, où il a ouvert une bouteille de champagne qui coûtait plus cher que mon déjeuner moyen. Pour célébrer notre partenariat familial, a-t-il dit en servant 2 coupes. Partenariat familial. Comme si voler l'argent de son beau-fils était une entreprise commune. Richard, à propos de ces investissements, avez-vous des documents, des contrats, des études de faisabilité? Bien sûr. En fait, j'ai apporté quelques documents pour que vous les examiniez. Il a sorti un dossier du comptoir de la cuisine. Je sais que vous êtes avocat, vous apprécierez donc l'attention portée aux détails juridiques. À première vue, les documents étaient impressionnants. Du papier à en-tête élégant, des graphiques colorés, des projections financières qui semblaient prometteuses. Mais ma formation juridique m'avait appris à regarder au-delà des belles apparences. Les permis de construire étaient datés de l'année précédente, mais les documents indiquaient que la construction devait commencer le mois suivant. Les noms des investisseurs mentionnés comprenaient des personnes qui, après une rapide recherche sur Google, s'avéraient être décédées depuis des années. Et l'adresse de la société à Miami correspondait à un parking vide. Impressionnant, ai-je dit en fermant le dossier. Puis-je en prendre une copie pour que mon comptable l'examine? Bien sûr, bien sûr. Mais Gabriel, son expression est devenue plus sérieuse. Nous devons agir rapidement. La période d'investissement se termine vendredi. Après cela, les prochains investisseurs sur la liste auront la priorité. Il y avait toujours une urgence. Toujours une date limite artificielle pour empêcher une analyse approfondie. Je comprends. Vous avez dit que vous aviez déjà investi votre propre argent? Oui, 50 000 $ de ma poche. Tout ce que j'ai pu rassembler. Il rit nerveusement. Linda a trouvé que j'étais imprudent, mais parfois, il faut prendre des risques pour remporter de grandes victoires. 50 000 $ qu'il n'avait pas, investi dans un projet qui n'existait pas, pour convaincre d'autres personnes de lui confier leur argent. Lorsque ma mère est revenue du salon, son visage rayonnait grâce aux soins coûteux et à l'espoir d'une richesse facile. Elle m'a serré dans ses bras avec l'enthousiasme de quelqu'un qui avait trouvé la solution à tous ses problèmes financiers futurs. Gabriel, mon chéri, tu as apporté le chéquier? Richard a dit que plus nous investissons au départ, plus notre part des bénéfices sera importante. En fait, maman, j'ai d'abord quelques questions à poser sur le projet. Son sourire vacilla légèrement. Quel genre de questions? Des questions techniques. En tant qu'avocat, je dois comprendre parfaitement tout investissement avant de le recommander à mes clients. Tes clients? Interrompit Richard. Tu envisages d'amener d'autres investisseurs? C'est possible. Si le rendement est aussi garanti que vous le dites, il serait irresponsable de ne pas partager cette opportunité. Je vis Richard et ma mère échanger un autre de ces regards complices. Plus d'investisseurs signifiait plus d'argent, mais aussi plus de contrôle, plus de questions, plus de risques d'être exposés. Eh bien, dit Richard avec prudence, ce projet particulier a une capacité limitée. Nous devrions peut-être le garder dans la famille pour l'instant. Bien sûr. Gardez ça dans la famille. Où les victimes étaient plus fiables et moins susceptibles de poser des questions difficiles. Ce soir-là, je suis rentré chez moi avec la certitude absolue que ma mère avait choisi un criminel plutôt que son propre fils. Elle n'était pas dupe, elle collaborait activement à l'arnaque. La douleur de cette prise de conscience était différente de tout ce que j'avais connu auparavant. Perdre un père à cause d'un cancer était dévastateur, mais compréhensible. Perdre une mère à cause de la cupidité était une trahison qui me blessait plus profondément que n'importe quelle blessure physique. Mais tandis que j'essayais d'accepter cette réalité brutale, quelque chose d'autre prenait forme dans mon esprit. Ce n'était pas une rage aveugle ou un désir de vengeance émotionnelle. C'était quelque chose de plus froid, de plus calculé, de plus chirurgical. C'était la justice. S'il voulait jouer avec l'argent, je jouerais le jeu. Mais selon mes règles.
Et quand ce serait fini, il comprendrait exactement le prix réel à payer pour avoir tenté de tromper quelqu'un qui avait consacré sa carrière à étudier la façon dont les criminels pensent, dont les escrocs opèrent et dont la loi punit ceux qui détruisent des familles pour s'enrichir facilement. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Jake Sullivan. Jake, c'est Gabriel. Je dois accélérer l'enquête dont Marcus m'a parlé. Et j'ai besoin d'autre chose. Je veux tous les détails sur les relations passées de Richard Spencer. Plus précisément, les autres veuves qu'il a pu rencontrer au cours des 5 dernières années. Quelque chose me dit que vous ne cherchez pas seulement à vous protéger, a déclaré Jake. Non, ai-je répondu en regardant les lumières de la ville à travers ma fenêtre. Je compte mettre fin à sa carrière pour de bon. Car lorsque vous vous en prenez à la famille d'un avocat spécialisé dans les crimes financiers, vous ne commettez pas seulement un crime. Vous commettez une erreur qui changera votre vie à jamais. Le vendredi matin, Jake Sullivan est arrivé à mon bureau avec un dossier plus épais qu'un dictionnaire et une expression qui mêlait admiration professionnelle et dégoût sincère. Gabriel, en 20 ans d'enquête sur des escrocs, je n'ai jamais vu un schéma aussi systématique, a-t-il déclaré en étalant des photos et des documents sur mon bureau. Richard Spencer n'est pas seulement un criminel. C'est un prédateur spécialisé. Les preuves étaient accablantes. Cette femme veuve au cours des 8 dernières années. Toutes âgées de 50 à 65 ans. Toutes bénéficiant d'une assurance vie substantielle. Toutes ruinées financièrement après des mariages qui ont duré entre 6 mois et 2 ans. Voici Margaret Crawford, a dit Jake en montrant la photo d'une élégante femme aux cheveux gris. Veuve à Portland, assurance vie de 75 000 $. Richard l'a rencontrée dans un groupe de soutien aux personnes en deuil, ils se sont mariés 4 mois plus tard, et il a disparu avec tout l'argent en décembre dernier. Disparu comment? Il a simulé sa propre mort dans un accident de bateau aux Bahamas. Moins de 2 semaines plus tard, il est revenu avec une nouvelle identité et a commencé à courtiser sa prochaine victime à Seattle. Ma mère n'était pas la première. Elle était simplement la dernière d'une série de victimes d'une chaîne de destruction émotionnelle et financière. Et celle-ci, a poursuivi Jake en montrant une autre photo, c'est Patricia Wang, veuve à Sacramento. Richard l'a convaincue d'investir 90 000 $ dans un complexe hôtelier qui n'a jamais existé. Quand elle a finalement alerté la police, elle a découvert que l'homme qu'elle avait épousé était techniquement mort et que les documents de mariage étaient faux. Un faux mariage. Richard a au moins 3 identités actives que nous avons pu retracer. Des faux documents de qualité professionnelle, des histoires élaborées, même de fausses références professionnelles. Cet homme n'est pas un amateur qui improvise. Il s'agit d'une organisation criminelle. J'ai sorti la photo de ma mère de mon portefeuille et l'ai placée à côté de celle des autres victimes. Le schéma était évident. Des femmes intelligentes, indépendantes, en deuil, toutes vulnérables au moment précis où elles avaient besoin de croire qu'il y avait encore de l'amour dans leur vie. Mais Gabriel, a dit Jake en se penchant vers moi, il y a quelque chose de différent cette fois-ci. D'après les conversations que j'ai pu enregistrer pendant la surveillance, Richard parle d'un grand final. Apparemment, l'argent du mariage n'est qu'un échauffement. Que veux-tu dire? Il prévoit de te faire signer une procuration. Ils auront ainsi un accès complet à tes comptes, à ton appartement, à tes investissements. Richard a mentionné quelque chose à propos d'une retraite anticipée après ce travail. La froideur avec laquelle il parlait de détruire ma vie était presque impressionnante. Comme si je n'étais qu'un numéro sur une feuille de calcul. Il y a plus, a poursuivi Jake. Ta mère n'est pas seulement une victime dans cette affaire. Elle collabore activement. Nous avons trouvé des enregistrements d'appels entre elle et 2 des anciennes victimes de Richard, soi-disant pour vérifier ses références. Mais elle n'a jamais mentionné ses mariages précédents ni ses faillites. Ma mère était au courant. Du moins en partie. Et elle avait choisi de continuer malgré tout. Que recommandez-vous? Légalement, nous avons suffisamment de preuves pour intenter des poursuites pénales dans 3 États. Mais cela prendrait des années et Richard s'enfuirait probablement du pays avant le premier procès. Il a des comptes offshore, des passeports alternatifs, toute l'infrastructure nécessaire pour disparaître. Jake fit une pause, étudiant mon expression. Mais vous êtes un avocat spécialisé dans les crimes financiers. Je suis sûr qu'il existe des méthodes plus créatives pour régler cela. Créative. C'était une façon polie de me suggérer d'utiliser ma connaissance des failles juridiques et des tactiques d'entreprise pour créer des conséquences plus immédiates et permanentes. J'ai besoin de 72 heures, dis-je finalement. Continuez la surveillance, mais discrètement. Je veux qu'il se sente en sécurité jusqu'à ce que je sois prêt. Cet après-midi-là, ma mère m'a rappelé. Gabriel, mon chéri, Richard a une idée merveilleuse. Pourquoi ne dînerions-nous pas à la maison dimanche?
Je te préparerai ton roast beef préféré et nous pourrons discuter de quelques opportunités d'investissement supplémentaires. Bien sûr, maman. J'ai hâte d'y être. Et Gabriel, tu devrais peut-être apporter tes documents financiers. Richard aimerait examiner ton portefeuille et te suggérer quelques optimisations. Mes documents financiers. Le jargon professionnel pour me faire signer des papiers qui leur transféreraient tout ce que je possédais. Des documents spécifiques. Oh, tu sais, tes relevés bancaires, tes informations sur tes investissements, peut-être l'acte de propriété de ton appartement. Richard a dit qu'il y avait quelques réformes fiscales qui pourraient te profiter considérablement. Des réformes fiscales qui profiteraient considérablement à Richard Spencer, plus précisément. Parfait. Je vais m'en occuper. Et je m'en occuperai. Mais pas comme il le pensait. Après avoir accroché, j'ai passé les 4 heures suivantes à mettre au point ce que j'ai secrètement appelé l'opération miroir. Utiliser les propres méthodes de Richard contre lui, mais avec des ressources légales qu'il n'avait jamais eues. Si vous suivez cette histoire de manipulation familiale et que vous voulez découvrir comment un avocat peut utiliser le système juridique pour créer une justice poétique parfaite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé dimanche a été la leçon la plus satisfaisante que j'ai jamais donnée sur les conséquences. Première phase. J'ai documenté chaque transaction financière que Richard avait effectuée avec l'argent du mariage. Jack a découvert qu'il avait utilisé mon virement pour payer des dettes de carte de crédit au nom de fausses identités, crime fédéral numéro 1. Deuxième étape. J'ai créé une société d'investissement fictive avec des documents juridiques irréprochables et j'ai enregistré Richard comme associé à son insu, piège juridique numéro 2. Troisième étape. J'ai préparé de faux documents de procuration qui lui donnaient un accès temporaire à des comptes bancaires que je contrôlais entièrement, mais qui semblaient contenir beaucoup plus d'argent qu'ils n'en contenaient réellement. Appât numéro 3. Le lundi matin, Richard Spencer pensait qu'il était à 72 heures de prendre sa retraite en tant que millionnaire. En réalité, il était à 72 heures de découvrir que tenter de tromper un expert en crime financier était la plus grave erreur que l'on puisse commettre. Car lorsque vous vous en prenez à la famille de quelqu'un qui passe ses journées à étudier précisément la façon dont les criminels pensent et opèrent, vous ne commettez pas seulement un crime. Vous donnez une masterclass sur le fonctionnement réel de la justice lorsqu'elle est appliquée avec une précision chirurgicale. Le dimanche est arrivé avec un ciel nuageux et une sensation de tempête imminente qui correspondait parfaitement à mes plans. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère avec un porte-documents en cuir marron rempli de documents soigneusement préparés. Certains authentiques, d'autres minutieusement falsifiés, tous destinés à créer l'illusion parfaite. Richard a ouvert la porte avant même que je sonne, vêtu d'un costume qui coûtait plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Son sourire était prédateur, comme un requin qui sent le sang dans l'eau. Gabriel. Quelle ponctualité impeccable. Ta mère est en train de finir le roast beef et je viens d'ouvrir une bouteille de vin pour célébrer notre nouveau partenariat. Partenariat. Ce mot avait un goût amer. Ma mère est sortie de la cuisine vêtue d'une nouvelle robe que j'ai reconnue comme provenant d'une boutique chic du centre-ville. Encore plus de mon argent transformé en vanité alors qu'il prévoyait de me saigner à blanc. Gabriel, mon chéri. Elle m'a serré dans ses bras avec un enthousiasme théâtral. Je suis tellement impatiente de discuter des opportunités que Richard a préparées pour toi. La table était dressée avec la porcelaine fine qui avait appartenu à ma grand-mère, ironique qu'ils utilisent des reliques de famille pour célébrer le vol de la famille. Une bouteille de champagne français reposait dans un seau à glace, à côté des verres en cristal réservés aux occasions spéciales. Avant de commencer, dit Richard en me faisant signe de m'asseoir, je dois vous dire que j'ai été impressionné par votre décision de nous faire confiance. Cela montre une grande maturité financière que de reconnaître quand on a besoin de conseils spécialisés. Les conseils d'un homme qui avait fait faillite 2 fois et volé cette veuve. En fait, ai-je poursuivi en ouvrant mon porte-documents, j'ai apporté quelques documents qui pourraient vous intéresser. Des relevés bancaires, des informations sur vos investissements, certaines choses que vous avez mentionnées. Les yeux de Richard se sont illuminés comme des lumières de Noël. Il se pencha sur les papiers que j'avais étalés sur la table, étudiant les chiffres qui indiquaient des soldes impressionnants, tous méticuleusement falsifiés, mais suffisamment convaincants pour nourrir sa cupidité. « Mon Dieu, Gabriel » murmura-t-il, la voix pleine d'admiration feinte. « Vous avez beaucoup plus de succès financier que nous ne l'imaginions. » « Le cabinet d'avocats a été très rentable, » répondis-je modestement. « Et j'ai fait quelques investissements qui ont pris beaucoup de valeur. » Ma mère s'approcha, lisant par-dessus l'épaule de Richard. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle vit les chiffres. « Gabriel, mon chéri, pourquoi n'as-tu jamais mentionné ces comptes? C'est près de 2 millions d'actifs liquides. 2 millions qui n'existaient que sur le papier et dans leur imagination cupide. J'ai toujours préféré rester discret, » répondis-je. « Mais vous avez raison.
Il est temps d'être plus agressif en matière d'investissement. Richard, à propos de ce projet à Miami. Oui, excellent timing. Il sortit son propre dossier et étala les documents frauduleux que j'avais déjà examinés. Comme je l'ai mentionné, la fenêtre d'investissement se ferme demain. Mais avec vos ressources, nous pouvons garantir une part beaucoup plus importante des bénéfices. Combien recommandez-vous? Richard et ma mère ont échangé un regard rapide. Je pouvais presque entendre les calculs cupides qui se bousculaient dans leur tête. Eh bien, dit Richard avec prudence, compte tenu de votre solide portefeuille, quelque chose comme 500 000 garantirait des rendements vraiment significatifs. 500 000 $. Leur appétit avait augmenté de façon exponentielle. 500 000, c'est très précis, fis-je remarquer. Comment êtes-vous arrivé à ce chiffre? L'expérience du marché, répondit rapidement Richard. C'est le point d'entrée idéal pour maximiser l'effet de levier sans exposition excessive au risque. Du jargon financier pur et sans signification, mais prononcé avec l'assurance de quelqu'un qui avait répété ces mots à d'autres veuves vulnérables. Il y a une chose, ai-je poursuivi en feignant l'hésitation. Mon comptable voudra des documents supplémentaires avant d'approuver un transfert de cette ampleur. Auriez-vous une objection si je demandais à mon avocat spécialisé en investissement d'examiner les contrats? La température de la pièce semble abaisser de 10 degrés. Richard essaya de garder le sourire, mais je vis ses mâchoires se crisper. Bien sûr, dit-il d'une voix légèrement forcée. Cependant, compte tenu de l'urgence de la fenêtre d'investissement, nous pourrions peut-être procéder avec un montant moins élevé dans un premier temps. Disons 200 000. Juste pour garantir notre position avant que d'autres investisseurs ne prennent notre part. Toujours pressé. Toujours une raison d'éviter une analyse minutieuse. 200 000, cela nécessite tout de même des documents, ai-je insisté. Mon avocat est très pointilleux en matière de conformité. C'est alors que j'ai remarqué la première fissure dans le masque de Richard. Ses mains bougeaient nerveusement et il a jeté un regard à ma mère qui semblait proche de la panique. « Gabriel », a intervenu ma mère, sa voix prenant ce ton manipulateur que je connaissais depuis l'enfance, « tu ne fais pas confiance à mon jugement ?» Richard a déjà prouvé son expertise. Ces vérifications juridiques inutiles ne feront que retarder notre opportunité. En fait, maman, il y a quelque chose dont j'aimerais discuter au sujet de l'expertise. J'ai pris mon téléphone et l'ai posé sur la table. Je viens de recevoir des informations intéressantes sur des investissements à Miami. Richard s'est raidi comme une statue. Quel genre d'informations? A-t-il demandé, la voix soigneusement contrôlée. Eh bien, j'ai appelé la commission d'urbanisme de Miami pour vérifier les détails de ce complexe hôtelier. Conversation fascinante. Le silence qui a suivi était aussi épais que du miel. Ma mère regardait Richard et moi avec une confusion croissante, tandis que Richard semblait calculer rapidement ses options de fuite. « Et alors ?» a demandé ma mère lorsque le silence est devenu insupportable. J'ai découvert que l'adresse que Richard a donnée correspond à un parking abandonné. Il n'y a aucun projet de développement approuvé, aucun permis de construire, aucune inscription d'entreprise. Je gardais une voix parfaitement calme. En fait, il n'y a absolument rien à Miami en rapport avec les documents que vous m'avez montrés. Le sang quitta le visage de Richard comme l'eau d'une baignoire percée. Il doit y avoir un malentendu, marmonna-t-il, mais sa voix avait perdu toute son assurance. Il doit y en avoir un, en effet, acquiesçai-je. D'autant plus que j'ai également découvert que Richard Spencer, ce Richard Spencer, a fait faillite 2 fois au cours des 10 dernières années, et que sa licence d'agent immobilier a été suspendue dans le Nevada pour pratiques frauduleuses. Ma mère se tourna vers Richard avec une expression d'horreur grandissante. « Richard, de quoi parle-t-il » Mais je n'avais pas fini. Il y a plus, maman. Beaucoup plus. Par exemple, j'ai découvert que Richard a un comportement intéressant. Au cours des 8 dernières années, il s'est rapproché de cette veuve différente. Tout avait une assurance vie importante. Tout ont été ruinés financièrement après des mariages qui ont duré entre 6 mois et 2 ans. Richard s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. C'est absurde. Gabriel, vous confondez clairement. Margaret Crawford à Portland. Les jeux interrompus en sortant des photos de mon dossier. Patricia Wang à Sacramento. Dorothy Sheffield à Phoenix. Dois-je continuer? Les photos s'étalèrent sur la table comme les cartes d'un jeu macabre. Cette femme souriante le jour de leur mariage, qui allait se transformer en cauchemar financier. Ma mère prit l'une des photos, les mains tremblantes. Qui sont ces femmes? Les autres épouses de Richard. Ou plutôt, ses autres victimes. La révélation frappa ma mère comme un coup de poing.
Elle s'enfonça dans sa chaise, toujours la photo à la main, son visage passant par toute une gamme d'émotions. Choc, déni, compréhension progressive et enfin horreur absolue. « Richard », murmura-t-elle, « est-ce vrai ?» Mais Richard était passé du déni à une sorte de calcul désespéré. Ses yeux parcouraient rapidement la pièce, cherchant clairement une issue. « Linda, tu ne peux pas croire ces accusations. Gabriel essaie manifestement de saboter notre bonheur par jalousie ou... » Jalousie. J'ai ri pour la première fois de l'après-midi. « Richard, tu crois que je suis jalouse d'un criminel de carrière spécialisé dans le vol de veuves vulnérables ?» J'ai repris mon téléphone et l'heure et montré l'écran. Cet enregistrement est celui de notre conversation de vendredi, où vous avez discuté de la manière de me faire signer des documents de procuration. Plutôt compromettant, étant donné que le complot en vue de commettre une fraude est un crime fédéral. La compréhension finale frappa Richard comme un train à grande vitesse. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il réalisa non seulement qu'il avait été découvert, mais que chacun de ses mouvements avait été documenté, enregistré, catalogué. « Vous, dit-il lentement, vous saviez depuis le début. Je le savais depuis le premier appel étrange à mon bureau, où vous vous êtes enquis de ma stabilité financière. Vous n'avez pas été très discret. Je rassemblais soigneusement les faux documents. En fait, toute cette comédie de ces derniers jours avait pour but de recueillir des preuves supplémentaires. « Des preuves pourquoi ?» demanda ma mère, d'une voix faible et brisée. « Pour le FBI, pour commencer. La fraude électronique traverse les frontières des États, surtout lorsqu'elle implique plusieurs victimes dans plusieurs États. Également pour le ministère public des 3 États où Richard a laissé ses autres victimes. Et pour les avocats qui représentent les familles d'au moins 2 des femmes qu'il a volées. » Richard tituba en arrière comme s'il avait reçu un coup de poing. « Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas assez de preuves. »« Nous avons plus que suffisamment de preuves, » répliquai-je calmement. « Jake Sullivan, le détective privé que j'ai engagé, a méticuleusement documenté chaque aspect de vos opérations. Les registres financiers, les faux documents, même des enregistrements de vous en train de planifier comment me manipuler pour que je signe des procurations. » Richard était devenu livide. Ses mains tremblaient visiblement tandis qu'il s'appuyait sur la table. « Et ma mère ?» demandai-je en me tournant vers elle. C'est la partie la plus triste de toute cette histoire. Elle m'a regardé, les yeux remplis de larmes, mais essayant encore de garder le contrôle. « Gabriel, je ne savais pas pour les autres femmes. Tu dois me croire. Tu ne savais peut-être pas pour toutes, maman. Mais tu en connaissais certaines. Jake a trouvé des enregistrements d'appels entre toi et 2 des anciennes victimes de Richard. Tu les as contactées soi-disant pour vérifier ses références. La dernière trace de couleur disparut de son visage. Tu connaissais au moins une partie de son passé et tu as choisi de continuer quand même. Parce que tu pensais pouvoir contrôler la situation. Ou parce que tu as décidé que voler ton propre fils en valait la peine. » Le silence qui suivit ne fut rompu que par le tic-tac de l'horloge de la cuisine et la respiration haletante de Richard, qui semblait avoir du mal à comprendre l'ampleur de sa situation. « Alors, dit-il enfin, que va-t-il se passer maintenant ?» Je souris, pas un sourire de victoire, mais celui de la satisfaction professionnelle d'un avocat qui a monté un dossier parfait. « Maintenant, Richard, vous avez 2 options. Option 1. Je peux remettre toutes les preuves que j'ai recueillies aux autorités fédérales cet après-midi. Compte tenu du nombre de victimes et du montant total de l'argent volé, vous risquez probablement entre 15 et 20 ans de prison fédérale. » Il déglutit. Option 2, vous disparaissez. Pour toujours. Quittez le pays, changez à nouveau d'identité et ne contactez plus jamais ma mère ni aucun membre de ma famille. En échange, je vous donne 48 heures avant de remettre les preuves aux autorités. « Et l'argent du mariage ?» demanda-t-il désespérément. « Les 45 000 $ que j'ai transférés sur ton compte ? Ils ont déjà été gelés par le FBI. Il se trouve que lorsque tu utilises de l'argent obtenu frauduleusement pour payer des dettes de carte de crédit sous de faux noms, tu commets des crimes fédéraux supplémentaires. » L'expression de Richard devint complètement vide. Il comprit enfin qu'il n'y avait pas d'issue, aucune manipulation ni aucun charme qui pourrait le sauver cette fois-ci. « 48 heures, répéta-t-il machinalement. « 48 heures, confirmai-je. Et Richard, si tu essaies de contacter ma mère, si tu essaies de revenir, si tu essaies de te venger de quelque manière que ce soit, je remettrai immédiatement les preuves à la police et je m'assurerai personnellement que tu subisses toutes les conséquences légales possibles. » Il acquiesça lentement, prit ses clés sur la table et se dirigea vers la porte sans un mot. Le bruit de la porte qui se referma résonna dans la maison comme un coup de feu final. Ma mère et moi restâmes assis en silence pendant plusieurs minutes, le poids de la révélation planant entre nous comme une fumée toxique. « Gabriel, murmura-t-elle enfin, peux-tu me pardonner ?
Je la regardais, cette femme qui m'avait élevé, qui m'avait appris à faire du vélo, qui avait été à mes côtés lors des funérailles de mon père, et qui avait ensuite comploté pour me voler avec un criminel professionnel. « Maman », ai-je dit calmement, le pardon n'est pas quelque chose que l'on demande quand on se fait prendre. C'est quelque chose que l'on construit à travers de véritables changements au fil du temps. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'était une question qu'elle aurait dû se poser avant de décider que mon argent était la solution à ses problèmes. Mais en la regardant, brisée, honteuse, confrontée enfin aux conséquences de ses choix, j'ai compris que la vengeance la plus complète n'était pas sa destruction. C'était son éducation. Et cette éducation ne faisait que commencer. Richard a disparu le lendemain matin, emportant seulement une valise. Le FBI a retrouvé sa fausse identité 2 jours plus tard, mais il s'était volatilisé comme de la fumée. 3 semaines plus tard, ma mère s'est présentée à ma porte, les yeux rougis et une enveloppe à la main. « Gabriel, j'ai vendu les bijoux que Richard m'avait offerts et j'ai récupéré 22 000 $ sur les 45 000 qu'il te devait. » m'a-t-elle dit d'une voix brisée. Je sais que ce n'est pas tout, mais c'est tout ce que j'ai pu faire. J'ai regardé l'enveloppe sans la prendre. Maman, ce n'est pas une question d'argent. Je sais. Des larmes coulaient sur son visage. C'est une question de confiance. C'est une question de famille. C'est parce que j'ai choisi un étranger plutôt que mon propre fils. 6 mois plus tard, Margaret Crawford, Patricia Wang et 4 autres victimes de Richard l'ont poursuivi en justice sur la base des preuves que je leur ai fournies. Jake m'a dit qu'il avait été arrêté alors qu'il tentait d'arnaquer une veuve au Canada. Ma mère a commencé une thérapie. Elle a vendu sa grande maison et a emménagé dans un appartement plus petit. Elle a trouvé un emploi dans un magasin local. Peu à peu, nous reconstruisons notre relation, cette fois-ci avec des limites claires et une confiance retrouvée. La plus grande leçon que j'ai apprise n'est pas sur la vengeance, mais sur l'instinct de survie. Parfois, se protéger n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Et quand quelqu'un choisit l'argent plutôt que sa famille, vous ne perdez pas un être cher. Vous perdez une illusion. Si cette histoire de manipulation familiale vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont refusé d'être des victimes et ont découvert que la meilleure vengeance est simplement de bien vivre. Aujourd'hui, je suis associé dans mon propre cabinet spécialisé dans les crimes financiers contre les personnes âgées. Richard m'a appris que les prédateurs existeront toujours. Mais il m'a aussi appris qu'avec une préparation adéquate, ils peuvent toujours être arrêtés.